lémurien, ça fait partie des animaux tellement attachants et tellement appréciés par tout le monde que c'est aussi un des primates les plus étudiés. Très clairement. On connaît beaucoup de choses, notamment tout le génome, il est parfaitement connu pour pratiquement toutes les espèces. Bonjour à tous. Evrard Vendenbaum est géologue, sportif et explorateur. C'est aventurier des mondes perdus et notamment spécialiste du Macaï. Un massif rocheux craquelé de canyons regorgeant de vie au sud de Madagascar. Dans ce 9e épisode, roulement de tambour, nous allons parler des animaux les plus célèbres de Madagascar, les lémuriens. Ces primates sont endémiques, ils ne vivent nulle part ailleurs que sur cette île, la 5e du monde en superficie. Les espèces vont du microcèpe de Madame Berthe, le plus petit primate du monde, qui pèse 30 grammes et mesure moins de 10 cm de haut, jusqu'à l'Indri, qui peut peser près de 10 kg. Il y a, en 2021, un peu plus de 100 espèces de lémuriens, et la quasi-totalité sont menacées d'extinction à cause de la disparition de leur habitat principalement. Au moins 17 espèces se sont éteintes au cours des 2 derniers millénaires, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers humains à Madagascar. Toutes les espèces éteintes connues étaient de grande taille et pesaient de 10 à 200 kg, le poids d'un gorille femelle. Maintenant, accrochez vos tucs, comme disent nos amis québécois que je salue au passage. Nous allons parler un peu de systématique, c'est-à-dire du classement des primates en grands groupes. Les lémuriens appartiennent donc à cet ordre des primates, comme nous d'ailleurs, soit 414 espèces aux dernières nouvelles. Cet ordre des primates, pour faire simple, est lui-même subdivisé en 2 sous-ordres, les haplorhiniens, avec un H, et les strepsirhiniens. Et tout ça est une histoire de nez. Les haplorhiniens sont tous ceux qui ont un nez simple et sec. Tous ceux qu'on appelle les singes, du ouistiti au chimpanzé en passant par les babouins. Les singes donc, avec en plus les tarsiers, ce qui se fait de plus proche de Gollum, avec ses grands yeux ronds, ses grands doigts, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà pour les haplorhiniens, disons les haplos, pour simplifier. Les lémuriens, quant à eux, sont classés dans l'autre sous-ordre, celui des strepsirhiniens. Disons les strepsis. D'une manière générale, les membres de ce groupe sont munis d'yeux ronds, d'une queue recouverte de fourrure, d'une face allongée avec un rhinarium, c'est-à-dire un museau sans poils et surtout humide, contrairement à celui des singes dont le nez est sec. Pour les fans d'étymologie, strepsie signifie retourner et fait référence à leurs narines en forme de virgule. En résumé, chez les primates, il y a les nez humides à narines en forme de virgule et aux yeux ronds comme des billes, les lémuriens et consorts. Et il y a les nez simples et secs, comme ceux des macaques, des gorilles, des gibbons, etc., en clair, tous ceux qu'on appelle les singes, avec en plus les tarsiers. En résumé, lémurien égale strepsie, et singe plus tarsier égale haplo. J'espère qu'on s'est tous retrouvés en bas de ces pistes rouges. Sinon, c'est l'avantage du podcast, il vous suffit de rembobiner un peu. Pour être complet, dans ce sous-ordre des strepsies, les lémuriens, on trouve, en plus des lémuriformes, les loriciformes, c'est-à-dire les loris et les galagos, dont le plus célèbre est le fameux bush baby, celui qui pousse des cris de bébé qu'on avait déjà vu dans les épisodes sur les animaux d'Afrique avec Adeline Lobès, auquel je vous renvoie. Dans les strepsies donc, on trouve aussi les chiromiiformes, comme l'aiaï, A-Y-E 2 fois, aïe, avec son célèbre majeur filiforme et hypertrophié, qui lui sert à capturer des larves dans des trous très profonds des écorces. Et j'en profite pour saluer Olivier, dont c'est le totem. Autrefois, les lémuriens appartenaient à un groupe dont les noms étaient plus clairs, les prosimiens, c'est-à-dire les singes primitifs, les singes d'avant les singes d'aujourd'hui. Mais la génétique a eu raison de ce vieux nom, devenu incorrect, puisqu'il regroupait des espèces non apparentées génétiquement. La caractéristique principale qui distingue les lémuriens des autres primates, en plus des gros yeux ronds, des oreilles en panache
et des longues queues, et la présence d'un peigne dentaire à l'avant de leur denture. C'est un ensemble de 6 dents, constitué de 4 incisives et de 2 canines, toutes très allongées et orientées vers l'avant. Et ce peigne leur sert souvent à récupérer la gomme des arbres dont ils se nourrissent, et aussi à l'épouillage. Un peigne, c'est pratique. Les 3/4 des espèces de lémuriens sont nocturnes. Ils dorment dans des nids de feuilles mortes ou des creux d'arbres, comme le marsupilami, dont j'attends que les plus avertis d'entre vous me disent s'il est aplo ou strepsie. Les principales adaptations des lémuriens à l'activité nocturne sont d'abord leurs grands yeux ronds qui leur donnent cet air perpétuellement ahuri, leurs grandes oreilles mobiles, leurs poils tactiles sensibles comme les vibrisses d'un chat, et un sens développé de l'odorat grâce à ce nez humide qu'on appelle le rhinarium, encore une fois, comme celui des hérissons. Les lémuriens ont aussi un tapetum lucidum derrière la rétine, c'est-à-dire une couche de cellules sensibles aux basses lumières, un tapetum qui équipe aussi les yeux des loups et des chouettes. Expédition à Madagascar, chapitre 9, les lémuriens. C'est parti. Salut Évrard. Salut Marc. J'avais gardé le meilleur pour la fin. Madagascar, ce sont bien sûr les lémuriens. Et tu l'as dit, les lémuriens seraient arrivés sur des radeaux de branches naturelles à la faveur peut-être de tempêtes ou de je ne sais quelle catastrophe. Parle-moi déjà des lémuriens. Je dirais juste un truc sur l'étymologie des lémuriens. Les lémures, dans la mythologie romaine, étaient des fantômes. Et donc, j'explique juste d'où vient leur nom, à moins que tu veuilles le faire toi-même, si tu connais l'origine de leur nom. Vas-y, j'enchaînerai sur l'hypothèse de Ah leur oui, venue. oui, bien sûr, tu connais les lémuriens bien mieux que moi. Moi, c'est juste leur nom. Voilà, les lémuriens ont des grands yeux, beaucoup sont nocturnes, et donc des yeux qui réfléchissent la lumière, donc on comprend mieux cette histoire de fantômes, et surtout, ils ont des vocalisations, dans certains cas, qui rappellent aussi celles de certains esprits. Voilà pourquoi les premiers naturalistes qui les ont nommés, les ont appelés les lémuriens. Donc je te laisse me parler des lémuriens en long, en large, comme tu veux. C'est effectivement impensable de ne pas parler dans cet épisode des lémuriens. Je vais rebondir sur ce que tu disais avec les chants, les vocalises de ces animaux. À titre perso, j'avais eu la chance de voir quelques espèces de lémuriens avant, sans avoir vraiment une fascination particulière pour eux, et jusqu'au jour où j'ai été dans un parc qui s'appelle Andasibe, qui est sur les forêts est de Madagascar. Et dans ce parc d'Andasibe, il y a une espèce de lémurien qui n'existe d'ailleurs que là, qui s'appelle l'Indri Indri, qui est aujourd'hui le plus grand. Oui, qui est noir et blanc. Hein. Ouais, il est noir et blanc. Il y a un petit peu des petites taches de marron par endroit, mais ouais. Et cet animal-là, tous les matins, ils se perchent, donc ils sont toujours en canopée, enfin ils sont toujours dans les branches supérieures des arbres, et il se met à émettre des vocalises extrêmement langoureuses et fortes, hyper puissantes, que tu peux entendre à des kilomètres à la ronde dans la forêt. Je crois que c'est une des fois où j'ai eu la chair de poule en étant tout simplement là, sans rien faire, juste à écouter cet animal qui chante et qui... Il faudrait qu'on arrive à les entendre là dans l'émission. Ouais, c'est un son merveilleux. Et donc ça, je crois que ça m'a tellement envoûté que derrière, les lémuriens, plus largement, pas seulement les Indri Indri, mais tous les autres, je m'y suis intéressé un petit peu plus. Je crois juste à cause de cet épisode-là. Donc, pour revenir sur la notion d'arrivée, et comment les lémuriens se sont retrouvés à Madagascar et uniquement à Madagascar, il semblerait que les lémuriens aient été présents autrefois dans des zones bien plus larges, et notamment en Afrique, mais aussi en Asie. Il y a par exemple des traces de fossiles de lémuriens au Pakistan qui ont, je ne sais plus combien, 140 millions d'années, je dis ça sans trop de précision, mais il y a des fossiles en tout cas de ces animaux-là ailleurs. Et puis, arrive un moment où il n'existe que des lémuriens à Madagascar. Donc on a des traces fossiles de lémuriens à Madagascar à partir de 62-65 millions d'années. La question est, comment ils ont fait pour rejoindre Madagascar à cette période-là? Et l'hypothèse la plus admise, ça fait longtemps qu'elle a été présentée, c'était qu'il y ait eu des radeaux végétaux, donc suite à des crues par exemple, effectivement, qui auraient embarqué des pans de forêt ou des trucs comme ça, qui se regroupent et puis qui sont amenés par les courants, par chance, par hasard sur la côte de Madagascar. Et donc derrière, il y a des gens évidemment qui ont démonté
cette hypothèse en disant que c'était pas possible, les courants ne marchent pas. Et effectivement, aujourd'hui, si on devait reproduire cette dispersion biologique hasardeuse, eh ben, on se retrouverait envoyé dans les 40e rugissants sans véritablement aller là où on veut à Madagascar, parce que le courant dans le canal du Mozambique nous emmène pas du tout sur la côte. Pourtant, il y a très peu de distance, mais le courant est vraiment trop fort. Et en fait, il y a des études qui ont été faites plus récemment qui ont montré que la disposition de l'Afrique et de Madagascar était bien plus au sud autrefois, et que du coup, les courants n'étaient pas du tout les mêmes, et que à ce moment-là, à cette période d'il y a 62 millions d'années, 65 millions d'années, c'est tout à fait probable que des radeaux végétaux aient pu traverser. Bon, admettons donc que ce soit le cas, même si ça reste une hypothèse, personne n'en a apporté la preuve encore. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, comme on disait, il y avait des lémuriens à Madagascar, il y en avait en Afrique. Pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus qu'à Madagascar ? Ça s'expliquerait par le fait que les autres primates qui ont commencé à prendre beaucoup plus d'essor les quelques millions d'années qui ont suivi, donc les singes, avec leur agressivité plus importante, avec les niches écologiques qui étaient les mêmes, plus ou moins, etc., ils ont pris le dessus, tout simplement, et ils auraient écrasé petit à petit les populations de lémuriens. Et comme à Madagascar, il n'y avait pas de singes, eh bien, les lémuriens ont pu se développer en toute liberté. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à plus d'une centaine d'espèces de lémuriens à Madagascar. On va pas pouvoir tous les nommer. Je voudrais caser quelques généralités sur ces lémuriens avant que toi tu me parles du fameux Propithèque de Véro et d'autres lémuriens. J'aimerais bien que tu me dises un mot sur le microcèbe notamment. Ouais. Les scientifiques pensent qu'ils sont antérieurs finalement aux primates dans l'évolution et ils regroupent les familles du loris, du poto, du galago qu'on appelle aussi le bush baby en anglais, et que tu dois connaître, qu'on trouve dans les savanes africaines. Voilà, tu as très bien expliqué l'hypothèse dans laquelle ils se seraient finalement réfugiés sans le savoir à Madagascar et qu'ils auraient été exterminés ou oblitérés par les autres primates en Afrique. Ce que je voulais aussi dire, pour finir sur les généralités, c'est qu'il y a encore 2000 ans, il existait des lémuriens de la taille d'un gorille à Madagascar, mais ils ont été exterminés avec l'arrivée des hommes. Tu me confirmes cette hypothèse ? Oui. Alors... c'est même pas une hypothèse, c'est certain. Là, c'est pas une hypothèse, ouais, tout à fait, c'est certain. Et je peux rebondir en te disant qu'il n'y a pas eu que, malheureusement, ces grands lémuriens qui ont disparu. Il y a aussi un hippopotame nain. Il y a potentiellement le crocodile dont on a parlé tout à l'heure. Robutus. Ouais, il y a l'épiornis, qui est une sorte d'autruche, qui était purement endémique de Madagascar, un petit peu comme le dodo de l'île Maurice. Mais c'était beaucoup plus gros, c'était vraiment une sorte de petite autruche. Et d'ailleurs, on en trouve encore dans pas mal d'endroits de Madagascar, on trouve des œufs. Des fossiles bien sûr, mais on trouve aussi des œufs comme ça, dispersés un peu à droite à gauche. On arrive parfois à en retrouver dans des zones sédimentaires. Tout ça a été, et j'en passe, il y a évidemment beaucoup plus d'animaux qui ont malheureusement disparu, mais ça a été effectivement exterminé par l'arrivée de... Peut-être pas l'arrivée, parce que l'arrivée en l'occurrence est très controversée, enfin controversée au sens scientifique, c'est-à-dire plutôt gentil. Il n'y a pas de querelle, c'est juste qu'on se pose encore pas mal de questions sur l'arrivée de l'homme. À quel moment effectivement il a mis le pied sur cette île qui est quand même immense, qui est pas très loin de l'Afrique, c'est étonnant. L'hypothèse la plus probable pour l'instant, ça serait aux alentours d'il y a 2000 ans, si j'ai bien lu. Honnêtement, là, c'est vraiment un sujet qui est très discuté. Il y a eu pendant très longtemps une hypothèse qui disait que comme les premières traces de feu, de grandes zones avec du charbon partout dans les zones sédimentaires, tout autour de Madagascar, ça datait du 7e siècle, grosso modo, on s'est dit que les hommes avaient dû arriver à ce moment-là et dès leur arrivée, ils avaient dû commencer à mettre le feu à toutes les forêts de Madagascar. Bon, ça c'est une proposition. Après, il y a eu des études qui ont été faites sur des ossements dans des grottes du nord, du côté de Majinga, du nord-ouest de Madagascar, où ils ont vu qu'il y avait des traces d'outils sur ces ossements. Donc un peu comme dans des charniers, si tu veux, ils ont trouvé que les ossements étaient taillés. Et ils se sont dit, si c'est taillé, c'est forcément taillé par l'homme. Et donc ça a permis de dater ça à effectivement 2000, 3000, 4000 ans. Là maintenant, il y aurait encore des hypothèses qui remonteraient plus loin, à encore presque 10 000 ans. Bref, je pense que c'est plus un problème de manque de données, de manque de recherche, etc. Enfin, de manque. Il y a encore plein de trucs à découvrir, quoi. C'est ça qui est beau. Et peut-être qu'on découvrira que l'homme est déjà présent depuis belle lurette sur Madagascar. Nous, en tous les cas, si je peux faire une petite parenthèse, on a découvert dans le Macaï les premières peintures rupestres de Madagascar. Et depuis qu'on les a découvertes, c'était donc en 2007, on en a trouvé maintenant presque 3000 dans plus de 50 sites archéologiques différents. Donc, ça fait du Macaï une zone extraordinairement riche en termes d'archéologie aussi. C'est quelque chose qui m'avait échappé quand j'ai préparé cette émission. Je ne savais pas que vous aviez aussi découvert des peintures rupestres. Ouais, et je t'avoue que parmi
pas les fiertés, mais parmi les moments forts de ma petite carrière d'aventurier explorateur, comme on disait précédemment, ça, découvrir des peintures, découvrir des tombeaux, ça fait partie des grands moments. C'est un petit peu comme si tu imaginais que j'avais rêvé pendant 20 ans d'être Indiana Jones et que tout à coup tu te retrouves dans la peau. Voilà, j'ai adoré ça et je continue chaque année d'ailleurs, je ferme la parenthèse là-dessus, en 2019, puisqu'en 2020 on n'a malheureusement pas pu trop aller dans le Macaï, mais en 2019 on avait fait une autre mission et on a découvert la plus grande grotte du Macaï pour l'instant, hein. C'est peut-être pas la plus grande ad vitam aeternam, mais pour l'instant c'est celle qu'on a vue et dedans on a trouvé plus de 2000 peintures dans une seule grotte et c'était l'année dernière, donc il y a 1 an et demi quoi. Donc pour dire qu'il y a encore plein de belles choses à trouver. Parle-moi un peu du Propithèque de Véro. C'est un des lémuriens qu'on trouve dans le Macaï. Je crois qu'il y a une dizaine d'espèces dans le Macaï sur les 110 qu'il y a en tout à Madagascar. Juste me dire qui c'est ce Véro. Moi j'aime bien dire qui sont les gens qui nomment les animaux. Tu connais Véro? Jules Véro? Alors, tu vas m'en dire plus juste après, mais la plupart du temps, les animaux ont eu des noms associés aux personnes qui ont été ou qui se sont investis d'une manière ou d'une autre dans une cause particulière, dans une recherche particulière. En ce qui concerne le Propithèque de Véro, tu vas me dire? Véro, clairement, c'est un naturaliste. Il a donné notamment son nom à l'aigle de Véro, Ouais. qui est un aigle très spécial puisqu'il mange des damans. Tu en parlais tout à l'heure, ce cousin de l'éléphant là. Mm-hmm. Et Véro a nommé pas mal d'espèces. J'encourage les auditeuristes, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, à se renseigner sur ce Jules Véro, qui a une vie assez romanesque. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de Darwin français oublié. Et il y a notamment un bateau qui a fait naufrage avec toute une collection naturaliste d'animaux qui ramenait, qui a fait naufrage. Donc le pauvre, il a tout perdu. Il provient d'une famille de taxidermistes. Enfin bref, ce gars-là est très intéressant. Il n'a pas que des choses assez nobles, puisqu'on le soupçonne d'avoir même ramené un pygmée empaillé. Oula. Ce qui a donné lieu à une grande controverse à une époque, puisque ce pygmée empaillé a fini à Barcelone, je crois, et qu'il y a eu beaucoup de disputes et de débats à ce propos. Alors forcément, c'était un peu ignoble, hein. C'était à une époque où on se posait un peu moins de questions qu'aujourd'hui, et c'est Véro qui l'aurait ramené. Bref, je clôt la parenthèse sur ce Jules Véro, ce naturaliste qui a nommé ce Propithèque ou qui a contribué à le découvrir. Et je veux bien que tu me parles de cet autre lémurien très beau, noir et blanc, avec ses panaches blancs là de chaque côté de la tête. Ouais, et ça va me permettre de faire un petit lien, ce que tu viens de raconter sur le fait qu'il ait perdu des échantillons, enfin même énormément de collectes qu'il ramenait. En te racontant une histoire, on avait fait sur une expédition, je crois que c'était en novembre-décembre justement 2010, on avait exploré une forêt sèche, une des rares reliques de forêt sèche du massif du Macaï, en travaillant notamment avec les primatologues. On avait découvert une petite espèce de microcèbe. Alors, tu voulais qu'on en parle, on va tout de suite en parler, puis je reviendrai sur le Propithèque de Véro. Les microcèbes sont donc des petits lémuriens nocturnes. Je dis des parce qu'il y a plein d'espèces de microcèbes différentes. Et nous, dans le Macaï, alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y en a au moins 3 espèces différentes. Et lors de cette expédition, on avait trouvé une espèce qui avait un pelage un petit peu particulier autour des yeux, autour du nez. Voilà, il avait quelques caractéristiques qu'on ne retrouvait pas sur les autres microcèbes connus. Et donc, tout le monde était persuadé que c'était une nouvelle espèce. Donc on fait des petits prélèvements de poils, de trucs, on en fait des petits échantillons et on s'est dit on va envoyer ça au labo et on va voir tout de suite parce que le lémurien ça fait partie des animaux tellement attachants et tellement appréciés par tout le monde que c'est aussi un des primates les plus étudiés. Très clairement. On connaît beaucoup de choses, notamment tout le génome, il est parfaitement connu pour pratiquement toutes les espèces. Et en ce qui concerne ce microcèbe, on s'est dit on va pouvoir tout de suite checker s'il est dans la base de données ou pas. Et évidemment, l'échantillon a été perdu. Et donc, on n'a jamais pu savoir s'il y avait cette nouvelle espèce de microcèbe dans cette petite forêt relique qui, malheureusement, a subi chaque année un peu plus d'attaques de feu, etc. C'est des forêts sèches, donc ça prend comme rien, comme des allumettes. Et tout ça pour dire que ce sont des tout petits animaux qui ont la taille, on va dire, de la paume de la main, à peine plus pour certains, et ils ont la queue qui fait à peu près, on va dire, 20 cm de plus. Allez, en tout, queue et corps compris, ça fait 30 cm. Et le plus petit, il s'appelle le microcèbe de Madame Berthe, il fait 30 grammes. Et c'est le plus petit primate du monde, il est connu pour ça. Et voilà, pour revenir au Propithèque de Véro, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il existe donc 2 grands types, on va dire. Enfin, tout dépend comment on les classe, mais on a 2 grands types de lémuriens à Madagascar. Il y a les diurnes et les nocturnes, comme beaucoup d'autres animaux. Et chez nous, dans le Macaï, pardon pour le lapsus, dans le Macaï, on a 7 espèces de nocturnes et 3 espèces diurnes. Et parmi ces espèces diurnes, on a donc le Propithèque de Véro, le lémur rufifrons, qui est plutôt marron avec un visage un peu plus noir,
Et puis l'apalémur Griseus ranomafanensis. J'aime beaucoup le dire ce nom parce que je trouve ça hyper poétique et puis surtout parce que il a aussi une très jolie histoire. Si tu me permets de la raconter, cette petite histoire sur cet apalémur. Les apalémurs, rapidement, c'est une catégorie de lémuriens qui sont mangeurs de bambou. Ils sont spécifiques, ils ne mangent que du bambou, quelques rares exceptions près. Et donc, malheureusement pour eux, ils ont besoin d'avoir un écosystème hyper spécifique aussi. Ils sont pas capables de s'adapter en mangeant tout un tas d'autres trucs pour compenser, quoi. Donc, un jour, le même jour où on avait découvert la colonie de roussettes, les Pteropus rufus dont je parlais tout à l'heure, on est arrivé dans cette fameuse forêt avec ces quelques grands arbres, etc. Et puis, on entend des cris étonnants, hyper strident. Il faudrait que les auditeurs l'entendent aussi. Et ce cri strident nous a interloqués. On s'est dit, c'est un oiseau, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et on s'est approché petit à petit de ces cris. Et puis là, on a commencé à voir des trucs sauter de branche en branche. Et c'était un lémurien diurne qui n'avait pas du tout la même couleur que les deux autres, qui n'avait pas du tout la même taille, pas du tout le même pelage, pas du tout le même cri. Enfin bref, ça n'avait rien à voir. Et donc, on a essayé de le prendre en photo, de le filmer. Et on l'a amené à des spécialistes et on a affirmé que c'était un apalémur, mais très probablement une nouvelle espèce, parce qu'il n'y a pas d'apalémur dans l'ouest de Madagascar. En tout cas, à ce moment-là, en 2010, on ne connaissait pas d'apalémur sur l'ouest de Madagascar, et ça n'existait que sur les parcs nationaux de l'Est. Et donc, l'année d'après, quelques mois plus tard, on a refait une expédition, et cette fois, on a réussi à attraper des fesses, donc des crottes. Et c'est là que je fais le lien avec Théodore Monod. J'ai fini par faire à peu près la même chose, sauf que je les ai pas mangées, les crottes de lémuriens, mais on les a étudiées. Et donc elles ont fait un tour dans une centrifugeuse pour que leur ADN soit étudié. Et il s'avère que ce petit apalémur, qui avait beau ne ressembler à aucun autre apalémur, eh ben, il matchait complètement avec l'ADN d'un autre apalémur qui existe déjà, donc qui s'appelle Griseus ranomafanensis, et qui existe dans le parc national de Ranomafan, d'où son nom. Donc pour nous, c'était un peu une déception parce qu'on espérait avoir découvert une nouvelle espèce de lémurien, c'est un peu le Graal. Et en même temps, c'était très intéressant parce que ça montrait que autrefois, il y a encore pas très longtemps, il y avait une possibilité de jonction entre les forêts de l'Est et les forêts de l'Ouest de Madagascar, qui aujourd'hui sont totalement impossibles. Il y a des prairies de quelques centaines de kilomètres. Les animaux peuvent absolument plus passer d'un écosystème à l'autre. Mais peut-être qu'il y a 100 ans, il y a 150 ans, 200 ans, il y avait encore ces passerelles et la forêt recouvrait l'ensemble des hauts plateaux de Madagascar. Et donc, ça nous a montré que le Macaï, en fait, faisait office de refuge avec des conditions climatiques particulières, des conditions de vie adaptées, et quelques petites forêts avec des bambous. Et pourquoi je mets un petit peu l'accent là-dessus? C'est parce que depuis 2016, on l'a plus revu. Ce petit apalémur, on en avait vu très peu. Moi, je les avais repérés à 4 endroits différents dans le Macaï. On a des groupes de nos éco-volontaires qui viennent parfois dans le Macaï avec nous, qui en avaient vu aussi une fois. Bref, c'est très rare, extrêmement difficile à voir. Et là, depuis 4 ans, 5 ans, on les voit plus du tout. Et donc, il se pourrait fort bien qu'ils aient complètement disparu du Macaï depuis. Pour dire que, là, je fais le lien avec quelque chose qui est relativement important. Ils sont considérés comme le groupe de mammifères le plus menacé du monde. Grosso modo, sur les 113 espèces qui sont dans ma tête, là, si je me trompe pas, il y en a plus de 90 qui ont un statut soit vulnérable, soit en danger critique d'extinction, pour dire que voilà, c'est malheureusement peut-être pas pour très longtemps qu'on va les voir. Et le Propithèque de Verreau, c'est le plus grand de ces diurnes-là. Il est superbe, il est blanc, il fait des sauts magnifiques. Ouais, c'est le petit chouchou de tous les gens qui visitent le Macaï, mais c'est peut-être pas pour très longtemps, encore une fois. C'est bien entendu. Je voulais préciser un certain nombre de choses avant de rendre l'antenne, comme on dit. Tu m'as intrigué tout à l'heure avec ce nom que tu as dit, le microcèbe de Madame Berthe. Tu commences à me connaître. Je me suis dit, mais qui est cette Berthe? Pendant que tu parlais, j'ai cherché et donc je vais dire, parce que j'aime bien rendre ce genre d'hommage, ce lémurien doit son nom à la conservationniste et primatologue Berthe Rakoto Sami Manana, secrétaire général du groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar. Avec un nom pareil, on se doute que cette dame est malgache. Voilà un groupe qu'elle a présidé jusqu'à sa mort en 2005. Donc ça, c'était pour rendre hommage à cette Berthe Rakoto Sami Manana. Voilà, on vient de parler du microcèbe mignon, donc ce sont ces tout petits primates. Je vois qu'il y a des lémurs, qu'on appelle des lémurs vrais. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a des lémurs faux, ou en tout cas des lémurs bizarres? Alors, je suis malheureusement pas autant que toi fasciné ou en tout cas intrigué par les étymologies. Du coup, j'ai pas trop regardé ça. D'accord. Je t'avoue, je ne saurais pas te dire. Au-delà de ça, c'est juste que effectivement, il y a un genre qui s'appelle lémurs, et on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire les bons lémurs, dont l'autre nom est les lémurs vrais.
Et du coup, je me dis que c'est peut-être les plus anciens. Honnêtement, là, je saurais pas te dire, je dirais des bêtises. Il y a en fait pas mal de genres différents. Alors, le genre lémur, bien sûr, il a plusieurs espèces à l'intérieur. Les apalémurs dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi plusieurs espèces, peut-être plus d'une dizaine, je sais plus exactement. Les propithèques, il y a aussi beaucoup d'espèces. Des maquis, il y en a aussi pas mal, etc. Les microcèbes, il y a je sais pas combien de dizaines d'espèces. Des lépilémurs ensuite, des chirogales, des myrsacochrélies. Enfin, il y a un panel qui est assez passionnant. Et je sais que ces histoires de nomenclature ont pas mal évolué ces dernières années. Pour te dire, en 2010, quand on a fait nos premières missions scientifiques dans le Macaï, les noms qu'on a aujourd'hui là n'étaient pas encore ceux-là. Par exemple, Eulémur rufifrons, il avait un autre nom. Alors je l'ai oublié, mais c'était pas ce nom-là. Tout simplement parce que les travaux sur les génomes et sur justement les classifications via l'ADN se sont quand même beaucoup améliorés ces dernières années, et donc des nouveaux noms sont apparus, voilà, nouveaux rangements, tu vois, on vient déplacer telle espèce à telle autre, l'associer à telle autre. Là, on dit, est-ce que c'est une espèce à part entière ou est-ce que c'est une sous-espèce? C'est un peu compliqué, mais ça évolue sans cesse. Ouais. Ok, Évrard. On a dit ce qu'on a pu sur les lémuriens. Je pense qu'ils mériteraient une émission à eux seuls. Tu l'as dit, ils sont très attachants, ils sont très intéressants. Merci, Évrard, pour toutes ces précisions. Je te dis à très vite pour la suite. Salut. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.